Donc je vais passer la parole à notre rapporteur pour qu'il puisse vous poser les questions qui le tracassent. Qui l'empêche de dormir même. Merci, Monsieur le Président, de cette présentation un peu de l'anatomie du système. Vous avez bien, enfin, puisque vous avez parlé de Dexia, j'ai toujours beaucoup apprécié cet épisode de notre vie politique et bancaire, qui est un bel exemple des mutations dont nous essayons de voir un peu les attendus. Moi, j'ai été assez longtemps élu local. Je me rappelle toujours des leçons de gestion que nous donnait le président de l'époque, qui a fait une belle carrière et qui a finalement ruiné Dexia. Bon. Donc, ma foi, je me mets... Tu n'as pas suivi ses conseils? Non, bon, ça c'est mon habitude. Ça m'a renforcé dans ma méfiance des donneurs de leçons. Si vous voulez, enfin, pour rappeler quand même un peu ce que nous tentons de faire, donc c'est intéressé donc, à deux phénomènes, deux évolutions, même parfois deux mutations donc, de la haute fonction publique, et à leur incidence, donc c'est ça le but, voir un peu les incidences que ça peut avoir sur le fonctionnement démocratique de nos institutions républicaines. Donc ce n'est pas seulement, si vous voulez, là, bien sûr, on peut faire un effort pour comprendre ce que sont ces évolutions, mais ce qui nous intéresse par-delà, c'est un peu de voir est-ce que ça a une incidence politique au sens global, au sens général du terme. Bon. Donc, deux phénomènes majeurs, donc l'extension et la transformation du classique pantouflage de fin de carrière en toute autre chose, en stratégie de carrière, et le rôle qui a des institutions comme le Conseil d'État, comme la vôtre, me semble-t-il, les interférences qu'il y a de plus en plus entre les doctrines, les jurisprudences, etc., et puis les choix politiques des acteurs politiques. Donc c'est pour ça qu'on a entamé ce travail, et vous comprendrez évidemment que la Cour des comptes nous intéressait particulièrement. Alors, un petit rappel sur ce, vous nous avez donné un peu les chiffres que faisaient donc les membres de la Cour des comptes, enfin, etc. Donc, selon donc une enquête que vous connaissez, que sont nos énarques devenus, qui a été conduite donc par l'École nationale d'administration elle-même, 45,3% des auditeurs de la Cour des comptes, 51,1% si l'on ajoute les conseillers des chambres régionales, ont rejoint une entreprise privée durant leur carrière. 20,3% d'entre eux, 24,6% si on y ajoute les conseillers des chambres régionales, y passant plus de la moitié de leur carrière. Second constat, vous arrivez derrière les IGF, les inspecteurs des finances, au palmarès des pantoufleurs, en tout cas dans cette étude-là. Peut-être que ça a évolué depuis. Et aussi, observation, bon, les anciens de la Cour ne sont pas absents des patrons du CAC 40, et vous nous le dites tout à l'heure, donc 61% dans les chiffres qui ont été donnés, membres de la Cour des comptes sont en fonction à la Cour, 5% d'entre eux exerçant une activité accessoire dans les autorités administratives indépendantes. Vous nous avez rappelé ces chiffres tout à l'heure, on a eu les tableaux hier ou avant-hier, c'est de là donc que je reprends ces chiffres. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur ce que vous nous avez dit sur la gestion justement des conflits d'intérêts, enfin, etc., que pourrait générer justement ces allers-retours entre sphère publique et sphère privée. Vous en avez parlé tout à l'heure. Mes questions seraient plus précises. Est-ce que, par exemple, combien avez-vous eu de là
de cas qui, bon, ont demandé un examen plus approfondi. Alors, je demande bien sûr pas de cas concrets, etc., bien sûr. Mais est-ce que... Combien de fois vous avez été amené à vous poser des questions? Parce que je suppose que dans la majorité des cas, bon, ben, il n'y a pas de problème apparent. Est-ce que c'est une activité qui occupe le comité, la commission, le collège de déontologie, ou ça n'est qu'accessoire? Parce qu'en fait, vous n'avez pas relevé de cas particuliers. Alors, juste si je peux me permettre de compléter juste la question, c'est est-ce que pour vous, il y a un phénomène d'accélération de ces allers-retours qui finalement sont assez nombreux si on les regarde sur une carrière qui peut être en stock, entre guillemets, au 31 décembre ou pour l'année en cours, ne sont pas très importants, mais finalement peuvent représenter quand même pas mal de situations différentes. Et est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une accélération de ce phénomène, ou au contraire, il y a une stabilité, voire une légère régression? Alors, je n'ai pas lu le livre que sont nos émarques devenues. On va pouvoir vous l'offrir. Mais oui, mais je vais combler cette lacune très, très rapidement. Mais alors, je ne sais pas d'où les chiffres sortent sur le... Bon. J'ai bien été obligé de me baser là-dessus, parce que votre votre grille est arrivée... 50%, c'est les chiffres qu'ils ont donnés. Hein. Oui, ce qui fait le crédit de la Cour, vous voyez, c'est la contradiction et la collégialité. Bon, ça peut être une supériorité sur beaucoup d'autres études. Entre vous, pas à l'extérieur. Ah non, la contradiction, elle est avec l'extérieur, monsieur le rapporteur. Voilà, donc c'est alors bon. Donc vous n'êtes pas d'accord avec... je ne les ai pas inventés. Il n'y a pas 50% de magistrats qui sont aujourd'hui qui sont dans le privé. Qui ont pu passer. Qui ont pu passer, oui. Qui ont pu passer oui, dans leur alors tout carrière. dépend ce que vous appelez... Tout dépend ce que vous appelez... non... Oui, c'est... Non, c'est pas... Oui, enfin, j'ai pris les chiffres. Ça me paraît, honnêtement... Ça me paraît beaucoup. Alors, tout dépend ce qu'on appelle exactement privé, parce qu'il y en a qui ont des responsabilités dans des associations. Dans le secteur associatif, c'est considéré comme du secteur privé. Le logement social est considéré comme du secteur privé. Il n'y a pas très longtemps, on a une magistrate qui est partie, exercer des responsabilités dans le secteur du logement social. Bon, ce n'est pas tout à fait ce que vous entendez vraisemblablement comme étant le privé dur, c'est-à-dire les banques et les assurances. En fait, on a vraiment très peu, ou des entreprises du CAC 40. Bon, donc, je crois que ça pose un autre problème. Enfin, bon. Oui, mais nous en avons vraiment, c'est un nombre extrêmement limité. Si on pourra vous redonner les chiffres. Oui, c'était 7-8%, d'après les chiffres. Non, mais 8%, c'est pas banque, affaires, CAC 40. Dans si les 8%, vous avez aussi le secteur associatif, vous avez aussi... dans les grilles que vous nous avez données... Dans les magistrats actuels, si vous pouvez nous apporter la précision sur le nombre de magistrats actuellement qui au cours de leur carrière, seraient passés dans des organismes privés. Oui, ça, on peut vous le... Mais ça nous intéresserait pour confirmer ou infirmer ce qui est... Ça, on peut vous le... Bien sûr, on peut vous le donner. C'est la ligne 10, c'est la ligne 8 et 9, en fonction dans le secteur privé. Ça, c'est les 30. Mais toi, tu dis au cours de la carrière. Ça ne représente pas 50%. Ça ne représente pas 50%. Non, au cours de la carrière. Au cours de la carrière. Oui, bon, je ne les ai pas inventés. Non, mais comme moi, je vois le profil en principe, des magistrats que je côtoie à la Cour, je n'ai pas le sentiment qu'il y a une proportion de 50% qui est passée dans le privé. Peut-être que je me trompe, mais voilà, enfin, c'est pas... Tous ces chiffres-là méritent quand même d'être contredits et par rapport à la réalité. De toute façon, c'est facilement vérifiable. Bon, donc, puisque nous avons, au niveau de la gestion de nos ressources humaines, nous, des éléments, en tout cas sur la situation même de nos magistrats. Je ne suis pas sûr que l'ENA ait accès à ce type d'informations. Bon, donc, je ne suis pas sûr qu'au niveau de l'ENA, ils aient... Ils n'ont pas le tête pris que les anciens énarques.
Oui, peut-être. Ce qui n'est qu'une partie des magistrats de la Cour des comptes. Oui, voilà, c'est ça. Ça vous donne une idée de la difficulté à avoir des chiffres. Bah, il faut s'efforcer d'objectiver à chaque Bah, fois oui, oui, les bon, choses et se Nous, garder. on fait avec ce qu'on a. Hein. Bien sûr. Oui, mais vous avez, puisque vous êtes une commission d'enquête, vous avez la possibilité de C'est ce demander. qu'on fait, oui. mais moi, je peux vous donner que des éléments concernant les Oui, magistrats la situation actuelle, oui, d'accord. de la Cour. Alors, sur les allers et retours, on a essentiellement, nous, des allers et retours public-public. Hein. Bon. Alors, il peut y avoir des allers-retours, effectivement, entre la sphère publique et la sphère privée. D'ailleurs, aux yeux de la loi, ça n'est pas interdit. Et j'ai pu constater que le législateur, souvent, a encouragé les mobilités. Même d'aller dans le privé, hein, c'est pas interdit. Bien sûr. Et c'est même encouragé. Oui, Oui, c'est ce que je vous dis. Les passages, les mobilités entre le public et le privé sont souvent encouragés dans des textes. D'ailleurs, maintenant, on peut même prendre en compte la mobilité dans des fonctions qu'on occupe dans le secteur privé. C'est une disposition législative, une disposition récente qui a été prise pour cela. Dans le dernier projet, même quand vous êtes dans le privé, vous pouvez continuer votre carrière. Alors, quand il s'agit d'une mobilité, quand vous devez faire votre mobilité obligatoire, bon, c'est ceux qui sont en disponibilité. C'est une nouveauté qui vient dans le dernier projet de loi. C'est dans la proposition pour l'avenir professionnel pour son. Oui, mais qui n'est pas encore en application. Pour les gens en détachement, hein, même pour les gens en détachement. Non, pour c'est les gens, pas en détachement. En disponibilité, pour les gens en disponibilité. Étendre, c'est normal, si c'est obligatoire. Enfin bon. Sur la pratique, comment ça se pratique? Est-ce que, bon, c'est comment dire, epsilonesque, ou est-ce que vous avez quand même quelques cas de temps en temps? Je ne demande pas le résultat, mais vous êtes posé des questions. Tout cas de retour à la Cour, soit venant d'une personne qui était dans le public, soit une personne qui vient du privé, nous regardons effectivement, nous avons un entretien avec lui, un entretien avec le secrétaire général, et puis ensuite nous voyons où nous pouvons l'affecter. Et nous sommes extrêmement vigilants pour l'affecter dans une chambre où il n'y aura pas de risque potentiel de conflit d'intérêts. Là, nous sommes. Ce que je vous dis, est-ce que ça vous arrive, disons, assez souvent, enfin assez souvent, c'est pas rare, ou est-ce que c'est vraiment rarissime que le cas se présente? Voilà. C'est ça ma question. Je crois que je peux dire que c'est rarissime. Ok. Depuis 8 ans et demi que je suis premier président de la Cour des comptes, j'ai vraiment eu très peu de cas. Donc il y a une inflation de règlements, etc., pour finalement pas grand-chose, si je comprends bien. Moi, en tout cas, dans mon vécu, j'ai eu très peu de retours dans le privé. Alors ça peut arriver. Hein, et là, nous veillons bien évidemment à affecter la personne dans une chambre où le risque de conflit d'intérêts est quasi nul. Monsieur le rapporteur, alors. J'ai un deuxième aspect de la question. C'est pourquoi recruter finalement autant de magistrats de la Cour s'il y en a à peu près un tiers qui font autre chose que du travail à la Cour? Et question annexe, comment l'institution peut-elle fonctionner avec une telle dispersion des effectifs? Alors, est-ce que c'est des contractuels? Vous avez un peu évoqué ça, avec des concours annexes spécifiques, ou comment ça se fait? Parce que je suppose que vous ne devez pas manquer de travail quand même. Oui, quand vous voyez le champ du contrôle de la Cour, enfin des magistrats de la Cour, ça doit être à peu près 1000 milliards. Donc, quand vous regardez d'ailleurs les effectifs de la Cour, comparés aux effectifs des institutions supérieures de contrôle au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, des pays qui peuvent nous être comparables, nous sommes en sous-effectif par rapport à eux. Donc, alors même que nous avons un champ de contrôle plus grand, plus vaste. Bon, donc je défends l'effectif qui est le nôtre. Alors après, on ne peut pas défendre, je dirais, des principes de mobilité, de respiration dans la fonction publique et ne pas accepter que des personnes sortent du corps. Bon.
Et je trouve que les carrières alternées, d'ailleurs, sont très positives. Elles sont dans l'intérêt, je pense, de l'État ou des collectivités territoriales, enfin, de la sphère publique dans l'ensemble, et dans l'intérêt de la Cour. Parce qu'il est important que, comme contrôleurs, nous puissions aussi avoir des magistrats qui ont exercé des fonctions opérationnelles. Bon, le regard, l'expérience est extrêmement utile. Donc voilà, donc c'est. Je ne conteste pas, mais est-ce que ça vous suffit d'avoir les 2 tiers seulement de vos effectifs pour fonctionner? Mais non, mais. C'est tout. Mais c'est pas que comme... ce soit utile, que mais très bien. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Écoutez, s'il y en a 60, s'il y en a... Mais non, parce que nous compensons, nous accueillons ce que l'on appelle des rapporteurs extérieurs, qui sont aussi des A+ dans l'administration, et qui apportent aussi leur concours à la Cour. Dans le cadre des mobilités, d'ailleurs, qui interviennent entre les différents ministères, nous accueillons aussi, parce que nous compensons, bien évidemment, ceux qui sortent pour exercer des fonctions ailleurs qu'à la Cour. Bon, ben vous avez d'autres hauts fonctionnaires qui viennent exercer les ils ont fonctions. La compétence, ils ont les compétences des... Ben bien sûr qu'ils ont des compétences. Alors, ils ne sont pas magistrats en tant que tels, ils sont rapporteurs extérieurs, c'est-à-dire qu'ils peuvent remplir toutes les missions d'un magistrat, sauf les fonctions juridictionnelles, bon, qui sont réservées, bien évidemment, aux magistrats, à proprement dit. Mais nous avons un effectif qui reste à peu près constant. Nous avons un plafond d'emploi, d'ailleurs, à 1840 emplois, 43 si on intègre le Haut Conseil des finances publiques. Nous sommes d'ailleurs en deçà de notre plafond d'emploi. Nous essayons de maintenir, bien sûr, notre force de travail. Sinon, nous ne serions plus en mesure d'assurer nos missions, et puis notamment aussi de répondre aux demandes de contrôle que le Parlement lui-même peut formuler à l'endroit de la Cour des comptes. Donc voilà, j'essaie de maintenir, en tant que gestionnaire du corps, un niveau d'effectif qui me garantit notre capacité à pouvoir exercer les missions qui sont les nôtres, tout en faisant bien sûr des arbitrages ensuite dans nos missions, parce qu'on ne peut pas non plus... Quand vous voyez le champ de contrôle de la Cour, il est énorme. Il est énorme. Oui, donc c'est pour ça que je pose la question. Oui.